Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle directive DAC8 qui va nous pourrir la vie en tant que personnes qui aimons les concepts de base de la crypto, du Bitcoin que Satoshi nous a inculqué, notamment tout ce qui est respect de la vie privée, ce genre de choses, ne pas dox nos adresses, le tracking, le suivi de tout ce qu'on fait, surtout pour des taxes, pour faire entrer tout ça dans un système que l'on n'apprécie pas forcément. Pourquoi est-ce que Satoshi l'avait écrit dans le premier bloc, le fameux bailout des banques. Ça va pas être terrible, donc voilà. Bonne année 2026, est-ce que ça va être une bonne année ou pas? On va voir, parce que ça va pas dans le bon sens avec tout ce genre de choses, mais le fait est que c'est quand même une bonne nouvelle dans un certain sens, parce que ça va push une certaine catégorie de tokens qui est très intéressante, dans lesquels on peut investir, et qui peuvent à la fois nous aider à avoir plus de respect de notre vie privée et de nos transactions, et aussi plus d'argent, vu que ça sera une narrative qui risque de bien prendre cette année. Donc regardons tout ça ensemble, parlons un petit peu de cette nouvelle directive, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que j'en pense, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de tout ça. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo à l'arrache. La dernière fois j'en avais fait une, on parlait de Uni, le token Uni de Uniswap. Je m'étais posé dans un café et je vous ai fait ça à la va-vite. Là je suis dans mon bureau à ma maison à Guiyang, au centre de la Chine, avant de partir pour d'autres aventures. Et du coup je vous fais la vidéo dans le même genre, un petit peu à l'arrache, un petit peu voilà, comme je suis. J'ai les idées qui me passent par la tête, je vous fais la vidéo directement. D'ailleurs le son il est pas terrible, on voit la lampe là-bas. Enfin bon, peu importe, j'ai même pas pris le bon micro, j'aurais pu prendre celui-là, ça fait un meilleur son, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Alors parlons vite fait de tout ça. Cette nouvelle directive qui vient, donc ça fait 2-3 ans je pense que c'était lancé l'idée, et on a d'autres choses qui arrivent d'ailleurs, on va en parler, mais ça vient d'être donc mis en place pour cette année fiscale. Donc à partir de cette année, les informations vont transiter vers les différents États européens notamment, et donc ça sera valable pour l'année fiscale de l'année prochaine. Donc sur 2026, quoi. Bon, vous avez compris le truc. Qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle directive DAC8? C'est un tracking de toutes les transactions des citoyens européens, mais aussi des résidents européens. Donc par exemple en France, si vous résidez en France plus que 183 jours par an, vous êtes visé. C'est automatisé. C'est géré par les plateformes directement, ce tracking, donc les exchanges, mais aussi les wallets. Si un wallet vous a demandé de faire un KYC et que vous êtes en Europe, vous êtes visé. Les sociétés étrangères aussi. Les sociétés étrangères qui bossent avec la clientèle européenne sont visées. Les exchanges décentralisés avec des clients donc KYC en Europe sont aussi visés. En gros, si tu fais un KYC et que tu es en Europe, t'es concerné tout simplement. Et c'est pas que les exchanges, c'est pas que la crypto, les choses comme ça. Il y a des trucs qui étaient déjà dans le DAC8, DAC7 l'année dernière. Tout ce qui est e-commerce, Airbnb, etc. Donc c'est juste qu'on pousse un petit peu encore plus loin pour récupérer toutes les transactions qui se passent en ligne. Donc maintenant, on intègre aussi la blockchain. Ça intégrera aussi les NFT, les plateformes qui vendent et qui permettent l'achat et la revente des NFT. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Moi je m'attendais à ce qu'ils nous disent c'est pour lutter contre le terrorisme et la fraude, etc. Les choses comme ça. Tu vois l'excuse alors qu'on sait très bien que c'est pour les taxes. Mais en fait non, ils ont dit c'est clairement pour les taxes, directement. C'est bien, au moins c'est honnête cette fois-ci. L'évasion fiscale, et puis l'optimisation fiscale aussi, et ensuite, bien évidemment, la fraude, le terrorisme, etc. Donc voilà, c'est clair, vous allez être traqué. Là où ça me pose problème, moi, donc bien évidemment que les gens doivent payer des taxes dans un pays dans lequel c'est la loi, c'est comme ça, tu dois payer tes taxes si tu fais des plus-values sur des assets, des choses comme ça. Ok, à partir du moment où tu habites dans ce pays-là, c'est les règles du jeu en fait. Donc tu vas dans un pays, tu respectes les règles du jeu du pays. Là, je suis d'accord. Là où ça me pose plus problème, c'est et d'ailleurs, on parlait sur le groupe Telegram, si ça vous intéresse, vous pouvez le rejoindre, c'est dans la description, des data leaks de Ledger. Là où ça me fait peur, moi, c'est les data leaks, encore une fois. Parce que on a vu ça pour les clubs de tir aussi récemment. Un gars qui se fait agresser chez lui, qui se fait voler ses armes, etc. Et on a vu ça donc avec Ledger aussi à l'époque. Les gens avaient la liste des gens qui avaient acheté des Ledger, tu vois, et donc du coup, ils allaient les viser, soit avec des courriers, du phishing, des choses comme ça, soit tu peux directement aller chez eux si tu as ton adresse physique, et les soudoyer, les torturer, etc. Et là, ça va être un petit peu la même chose en fait. On sait que la France, et d'ailleurs la France, l'Europe, mais la France spécifiquement, surtout ces dernières semaines, on a vu beaucoup, ils sont très mauvais pour la protection de nos datas. Ils sont très bons pour dépenser de l'argent pour faire des nouvelles lois, des nouvelles idées, des choses comme ça, des nouvelles taxes, c'est cool. Mais pour protéger les datas qu'ils obtiennent à partir de tout ça, ils sont très 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 mauvais. Du coup, ça me fait peur que les gens, on ait des bases de données globales, françaises, qui soient complètement leakées
et que on appelle ça dox, et donc que les gens soient doxés tout simplement pour tous les trucs pour lesquels on aura dû faire un KYC, et avec en plus les adresses des wallets, donc on peut voir est-ce que l'argent, les cryptos sont encore dessus ou pas, les adresses physiques des personnes bien évidemment, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse email, etc. On peut les chercher. Ça, c'est un peu le problème que je vois. Encore une fois, je suis pas contre le fait de déclarer dans tes taxes, ce que tu dois payer dans le pays dans lequel tu vis. Faisant bien sûr abstraction de la gestion des budgets, de la gestion de nos taxes, de l'efficacité des gouvernements. On voit ce qui se passe aux États-Unis en ce moment aussi. Si tu regardes cette vidéo en disant comment est-ce que je peux fuir ça, on va en parler, tiens. Comment est-ce qu'on peut fuir ça au cas où, mais bon, c'est pas la question. Le mieux, en fait, c'est si tu veux pas être imposable, plutôt que d'essayer de cacher les choses au gouvernement, vaut mieux partir et suivre les règles du jeu d'un autre pays dans lequel on est dans un meilleur environnement, tout simplement. Donc voilà, c'est bien. C'est bien pour une meilleure efficacité de la collecte de taxes, d'accord, faisant abstraction encore une fois de la gestion des taxes. C'est bien pour lutter contre la fraude, c'est bien pour tout ce qui est être dans le droit chemin, être légal, protection contre le terrorisme, les blanchiments d'argent, les choses comme ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là où c'est mal, là où je vois le problème, donc c'est les data leaks, c'est toujours plus de flicage. C'est un flicage d'ailleurs qui sera maintenant au niveau international, parce qu'on a le CARF en fait, qui est la version améliorée du CRS, je ne sais pas si vous connaissez, la gestion un petit peu internationale de tout ce qui est information, donc pour tout ce qui est fiscal. On a par exemple la Thaïlande qui va envoyer des informations à la Chine qui va envoyer des informations à la France, etc. en fonction de qui est dans le CRS. Donc pour le CRS, je ne sais plus qui est dedans, qui est plus dedans, je crois que la Thaïlande était dedans. Mais là, dans la nouvelle version en fait de CARF, la Chine, les États-Unis, la Thaïlande, le Costa Rica, la majorité des pays du monde en fait vont s'échanger les infos à partir de 2027-2028. Quand tu ajoutes ça aussi à MiCA qui est déjà passé, aux nouvelles lois de tout ce qui est anti-money laundering, anti-blanchiment d'argent, la vie privée des citoyens, c'est... Voilà, on perd un truc. On perd vraiment un truc. Suffit que le gouvernement change et puis qu'on ait quelqu'un... on a vu ça par le passé, par exemple en Allemagne ou des choses comme ça, et qu'on ait quelqu'un qui n'est pas forcément pro-démocratie, pro-liberté, etc., qui récupère toutes les bases de données, qu'est-ce que ça peut donner? Ou alors on se retrouve avec un truc comme le siècle dernier aux États-Unis, où les États-Unis veulent récupérer tout l'or de tout le monde et tu dois le donner, t'as pas le choix. Voilà, ils ont la database, ils ont la base de données, ils ont plus qu'à piocher dedans, à contacter les gens et à récupérer les trucs, quoi. Sinon c'est prison, sinon c'est quoi. Donc si on a un changement de gouvernement d'un coup, voilà, les bases de données, c'est un problème. On a eu des problèmes aussi avec dans la Seconde Guerre mondiale, avec les bases de données qui recensaient aussi les religions des gens, les choses comme ça, quoi. Tu vois, la data, les bases de données sur ta vie privée, il y a toujours un risque. Donc, pas aujourd'hui forcément, les gens vont se dire, mais t'es complètement parano, etc. Mais l'histoire nous montre que, ça peut être utilisé à mauvais escient. Sans parler donc juste de ce qu'on avait parlé juste à l'instant, des data leaks. Et c'est dommage que, de toute façon, ma vision, c'est ça, Et j'avais fait un tweet sur mon vieux Twitter, je pense, mon Twitter français, le 18 décembre là-dessus, c'est que il y avait eu, je sais pas quel data leaks d'ailleurs à l'époque, quelle fuite de données, de bases de données. Mais je disais, voilà, les gens, ils sont toujours là, surtout en Europe, on est toujours là à faire dépenser plus d'énergie à faire des lois pour fliquer les gens, mais les données sont pas protégées. On dépense toujours plus de budget pour de la bureaucratie, pour des fonctionnaires, pour des trucs, on voit ce que Dodge a fait aux États-Unis, etc. On voit qu'on a un problème quand même en Occident, mais ça entrave l'innovation. Spécifiquement en Europe, où on fait souvent les lois avant que les choses aient commencé à se développer vraiment. Moi, j'étais entrepreneur avant. Pourquoi est-ce que... Au début, j'avais monté une auto-entreprise en France, et puis je commençais à faire un petit peu de chiffres. Du coup, je passe en SAS ou SASU, je sais plus sur quoi on était parti à l'époque avec mon comptable. Et quand tu te rends compte que tu as les kilos de lois, les kilos de taxes, les déclarations à faire, les choses comme ça, alors que tu n'as pas encore commencé à faire de l'argent, tu vois. Enfin, tu commences tout juste à encaisser un petit peu d'argent, tu te dis, mais voilà, on met un boulet au pied, quoi. Donc voilà, on a ce problème-là en Europe. Mais bon, encore une fois, c'est les règles du jeu. Et ça va être que de pire en pire, à première vue, on n'est pas sur une bonne tendance. Donc comment faire si on veut éviter ça maintenant? Comment faire si on veut se protéger de ça? Déjà, ma première solution, moi, en tout cas c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans à peu près, c'est partir dans d'autres pays, vers d'autres contrées, où les règles du jeu sont plus favorables tout simplement, ou en tout cas qu'elles ne sont pas en train de te tirer vers le bas. Et ensuite,
pour tout ce qui est respect de ta vie privée, bien évidemment, tu remarqueras que les échanges centralisés, ils commencent à te demander tes numéros d'identification fiscale, ce genre de choses. Donc ne plus utiliser des échanges centralisés. Parfois, même quand tu fais un virement ou un retrait vers un autre wallet, ils vont te demander c'est à qui ce wallet? Est-ce que c'est un autre échange? Est-ce que c'est un wallet à toi? C'est quoi le nom, prénom de la personne? Si tu envoies plus que 1000, moins que 1000, etc., il faut déclarer. Voilà, les échanges centralisés, je pense que, mais de toute façon, on a une baisse, moi je l'ai vu, on a une tendance baissière pour l'utilisation des échanges centralisés et les gens vont de plus en plus vers des échanges décentralisés. Mais bon, on a toujours les KYC sur des échanges décentralisés. Donc bon, à voir. Le mieux, ça reste la self-custody, ça reste de faire tes swaps sur des trucs classiques, des pools de liquidité classiques, donc des DEX, des anciens DEX, des trucs comme PancakeSwap, comme Uniswap dont on parlait dans la dernière vidéo, des choses comme ça. Et tout être en self-custody sur des trucs que tu n'as jamais doxé nulle part. Il faut faire attention parce que l'intelligence artificielle et l'intelligence on-chain, de toute façon, en règle générale, se développent et les gens commencent à faire les liens aussi, les exchanges, etc., et les États bientôt du coup, pour supposer, voilà, à qui appartient un wallet, même si c'est un wallet en self-custody. Donc voilà, acheter éventuellement tes cryptos en peer-to-peer, comme on le faisait à la base avec le Bitcoin, ça peut aussi être quelque chose qui fait sens si tu veux vraiment garder à fond de la vie privée. Et ensuite, là où ça devient intéressant, parce que c'est vraiment une alpha et une tendance montante, et quelque chose qui peut être intéressant pour les investissements, bien évidemment, c'est moi ce que je vois, c'est pas du conseil en investissement NFA, tu connais, mais c'est tout ce qui est les privacy coins. Le Monero, le Zcash, on a vu Zcash et Monero ce que ça donne, tu vois. Et c'est pas les seuls, il y a beaucoup de choses à suivre. Donc cette année, qu'on va suivre sur cette chaîne, abonne-toi si tu veux. Mais tu vas te rendre compte qu'effectivement, cette tendance, elle va faire que monter parce qu'on a toujours plus de flicage, mais les gens, ils veulent sortir de ce vieux système. Ils veulent respecter beaucoup. Bien sûr, on a eu la mode avec Michael Saylor, etc., de gens qui étaient là pour faire de l'argent rapidement, mais on a beaucoup quand même qui restent sur les concepts de base, la philosophie de base de Satoshi Nakamoto, qui est, voilà, peer-to-peer, vie privée, et ensuite sortir du système, quoi. On veut pas sortir du système pour rentrer dedans et avoir tout à déclarer et ensuite être fliqué partout. Donc ça peut faire sens de commencer à se réintéresser à des Monero, à acheter du Bitcoin en peer-to-peer, avoir tes propres nodes, à installer donc tes propres nœuds Bitcoin, propres nœuds Monero, etc. ou en tout cas au moins rejoindre certains dans lesquels tu peux faire vraiment confiance, mais c'est mieux d'avoir confiance en soi plutôt que d'avoir confiance dans les autres toujours. Mais pour revenir à la base et à la clé vraiment dans tout ça, le mieux je pense c'est partir. Et puis c'est tout. Voilà. Et si vous pouvez pas mettre votre vie dans un lieu qui est plus respectueux de la vie privée des gens, donc à un autre pays, au moins, il y a parfois possibilité de mettre vos assets là-bas. Donc ça peut faire sens d'avoir vos crypto-monnaies sous une juridiction qui est beaucoup plus respectueuse de la vie privée des gens. Il y a beaucoup moins sur le flicage si c'est ce que vous voulez faire. Mais donc bien évidemment, consultez vos avocats, consultez vos conseillers financiers, vos comptables, etc. pour voir quelles sont les options qui s'offrent à vous, bien évidemment, parce que même si on est en France et qu'on a des comptes à l'étranger, il faut déclarer, etc. Donc toujours voir un petit peu comment est-ce qu'on va fonctionner là-dessus, mais voilà, ça va pas dans le bon sens. Ça va pas dans les idées, dans le respect des idées initiales donc de Satoshi Nakamoto, mais c'est une excellente information, une excellente alpha pour les privacy coins qu'on va pouvoir suivre ensemble cette année. Notamment, on peut en parler sur le groupe Telegram. Vous pouvez regarder ça dans la description. Je vous mets le lien et on se retrouve là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous trouvez que c'est quelque chose de positif, ce flicage? De devoir déclarer vos comptes dans la DeFi à partir de 50K? Est-ce que vous avez peur, comme moi, des data leaks et de tout ce qui est... On avait fait une vidéo là-dessus aussi, tout ce qui est kidnapping, torture et compagnie? Ou est-ce que vous trouvez ça tout à fait normal et vous trouvez que les gouvernements européens gèrent ça comme des chefs et qu'en fait, ils font tout très bien pour protéger nos données? Dites-moi dans les commentaires. Allez, ciao. À très bientôt pour une autre vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de ce truc, de ce format un petit peu plus décontracté fait à l'arrache. Prochaine vidéo, ce sera sûrement dans un café encore, on verra. Voilà, pas préparé, pas de script. Moi, j'aime bien.